Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation du Forum du Livre pour cette rencontre, une rencontre presque improvisée, dans un espace auquel vous serez sensible, le café littéraire. Ah, le micro ne fonctionne pas. Petit. Voilà. Le café littéraire qui accueille écrivains, artistes tout au long de l'année, également des personnalités du monde associatif. Bref, sortir parfois du monde purement littéraire pour aller aussi au-devant des acteurs et actrices de la cité. Et vous êtes parmi nous pour 3 bonnes raisons au moins. Tout d'abord parce qu'on vous apprécie, deuxièmement parce qu'on vous apprécie, et troisièmement parce qu'on vous apprécie. Ça c'est, on va dire, 3 bonnes raisons. Au-delà de celle-ci, plus sérieusement, parce que vous êtes le créateur du festival Étonnant Voyageur, festival qui fêtera en mai, donc du 23 au 25 mai prochain, sa 25e édition. Parce qu'à cette occasion, vous sortez un ouvrage, Somme, le voici. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un carton, hein, donc soyez indulgents. Il y a une suite derrière. Elle est en train d'être réalisée, elle est en cours de correction, elle sortira j'imagine pour le festival. Sauf je crois que c'est fin avril au premier office de mai. Voilà, c'est un pavé, hein, comme on dit. Un ouvrage sobre. C'est un album de ce format, 224 pages. 224 pages, voilà, en comptant les annexes. Hein. Les 400 photos. Les 400 photos. Et troisième raison pour laquelle vous êtes parmi nous, et c'est un moment aussi important, demain vous recevrez le bâton d'Euclide, bâton de la connaissance et du savoir. Nous en reparlerons tout à l'heure, puisque sont représentés ici présents l'association Kéliméra, association qui est à l'origine de ce bâton d'Euclide, et on aura l'occasion d'en reparler parce que finalement tout ça se rejoint à la fois le festival, à travers les personnalités que vous avez reçues, cette manifestation qui aura lieu demain sur le bâton d'Euclide. Tous ces éléments-là sont là pour se réunir et se rassembler autour de la transmission du savoir, de la connaissance et du savoir. Alors ouvrons avec vous cet ouvrage en cours de correction, donc prêt pour avril. Vous avez souhaité là encore faire différemment. C'est une œuvre quelque part aussi à plusieurs mains. C'est-à-dire que c'est pas Michel Lebris raconte le festival tout seul. Non, c'est Michel Lebris raconte le festival avec toutes les voix, toutes les personnalités qui ont souhaité jusqu'à présent y participer. Mais oui, d'abord parce que c'est une histoire humaine, c'est une histoire d'amitié entre écrivains, et puis l'événement est tellement vaste que personne n'en voit la totalité, jamais. Peut-être vous, peut-être. Non, du tout. Même pas. À la limite, je suis celui qui en voit le moins. Pour voir un peu ce qu'est le festival, je m'inclus dans une série de débats, parce que c'est d'abord comme ça, les journalistes me fichent la paix pendant ce temps-là, et je peux enfin voir ce qui se passe, et puis d'y participer comme ça, c'est aussi une rencontre avec le public, c'est sentir comment réagit le public, c'est être auprès des auteurs, mais autrement, moi, c'est une espèce de tourbillon dans lequel je suis emporté. Je passe mon temps à demander les uns et les autres, ça va, tout se passe bien, etc. Mais en fait, pour moi, ce sont les récits de tous les autres, à commencer par les écrivains qui y participent, qui petit à petit recomposent ce qu'a été le festival. Alors maintenant, énormément de débats sont enregistrés, soit en vidéo, soit en son, et donc d'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, sur notre site, ils peuvent, je crois qu'il y a près de 500 heures d'enregistrement vidéo de débats s'étalant sur 25 ans, qui sont maintenant disponibles, et chaque année, disons l'essentiel des débats, parce que beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens se plaignent aussi en disant mais il y a 27 programmes simultanés, alors j'écoute un truc, mais je manque 26. Et comme ça, ils peuvent aussi suivre ce qui s'est passé ailleurs. Et moi, revenons à l'ouvrage, oui. avant de repartir sur justement l'histoire de ce festival. L'ouvrage, donc, vous l'avez écrit avec la collaboration de ses amis, vous les avez contactés. Qu'est-ce que vous leur avez demandé? C'était quoi la commande? Racontez-moi le meilleur souvenir, c'était quoi l'idée? Oh, c'est comme chacun, je connais chacun, je sais à peu près sur quoi il peut intervenir.
s'il s'agit de raconter la première édition du festival à Bamako, qui a été festival qui est tellement important pour la formation, pour la formation de toute cette génération d'écrivaines, nouvelle génération d'écrivains africains, Mabankou, Waberi, Fatou Diom, etc. Ils sont reconnus comme génération à Bamako. C'est évident que j'avais demandé à Abdourahmane Waberi, parce qu'il était extrêmement présent, ou bien à Ousmane Diarra, qui est un auteur malien, en plus c'est important qu'il y ait une voix malienne et qui a suivi tours et festivals, et puis à Amkoulel, qui est un peu la star du hip-hop malien, qui représente la nouvelle génération, qui nous a rejoint à la fin du festival à Bamako, qui donnait un nouvel élan au festival. Bon voilà, ces personnes-là étaient évidentes, donc je leur demande témoignage, ou bien si je demande à Trouillot, Lionel Trouillot, c'est évidemment de témoigner à la fois de ce qu'on a fait ensemble, puisqu'il dirigeait avec Daniela Ferrière la partie haïtienne du festival qu'on montait là-bas, donc leur témoignage était forcément précieux. Puis je sais par ailleurs que c'est un grand copain de l'écrivain américain Russell Banks, qui pratique tous les deux les arts martiaux d'ailleurs, tout ça. Donc je lui ai demandé un portrait de Russell Banks, et il a fait un portrait très tous sont acceptés, bien sûr. Alors c'était un peu le problème, parce qu'on était pris dans l'urgence, et donc j'envoie d'un coup 55 ou 60, je ne sais plus, mails aux principaux amis, comme ça, le Clésio, tas de gens. Ils ont répondu oui tous. Donc tout de suite, moi je me disais, pris par le temps, vu les délais. Ils vont faire court en plus. Oui, voilà, ils vont faire ils court. Ils ont pas le temps. Puis, bien non. Et la moitié dira non, etc. Mais ils ont. Alors, en plus, ça fait chaud au cœur, parce qu'on sent à ce moment-là l'attachement extrême de tous ces auteurs. Ils ont tous répondu oui, ce qui fait qu'après j'ai eu à appeler l'éditeur en disant écoute, il fait 30 pages de plus, 32 32 pages de plus. Les éditeurs sont assez sensibles à cette question-là. Donc, le pauvre éditeur se mit à hurler, donc parce que ça gonflait le coût de l'album. Mais par contre, c'est 55 témoignages extrêmement divers, en portraits, en anecdotes, en récits de cette aventure quand même qui nous aura envoyé aux quatre coins du monde, en fait quelque chose parce que je leur avais dit juste, ne faites pas juste une chronologie, un texte de complaisance en disant c'est génial, etc. Bon, il y en a trois. C'était la crainte. Hein. Il y en a un ou deux textes d'ailleurs, on pourrait se demander si non, il y en a trois. Le Clésio tenait absolument à faire son papier pour dire que c'était le plus beau festival du monde. Et il a fait son papier là-dessus. Il y a un texte absolument extraordinaire de Franck Etienne, qui est une espèce de croisement entre Salvador Dali et James Joyce à peu près. C'est la grande star des lettres haïtiennes qui a fait un truc assez délirant sur sa perception du festival, mais c'était très généreux. Quelque chose de très réfléchi de Lionel Trouillot sur ce que pour un Haïtien le travail commun a représenté, à quel point c'est différent de ce qu'ils ont pu vivre par ailleurs, parce que les ONG qui savent mieux que ce qu'il faut faire, etc., ils ont eu leur dose, donc le type de travail qu'on a mis sur place, le respect commun, etc., c'était quelque chose. Ce texte-là est très intéressant, parce qu'il montre aussi la difficulté qu'on peut avoir parfois à mettre en place un événement avec toute la bonne volonté, et puis en fin de compte, après, la façon dont c'est perçu, mais ce qu'il dit de la manière qu'on a eu de travailler ensemble, pour moi, ça m'a fait un plaisir énorme, parce qu'on ne s'est jamais considéré comme arrivant raide sur Colvézi, on apporte la bonne parole, on organise depuis Rennes un festival. On est capable, techniquement, aujourd'hui, l'équipe est hyper professionnelle, on est capable de monter, on nous dit, dans 3 mois, vous montez un festival à Oulan-Bator. Oui, vous savez monter ça, vous avez la mécanique, vous avez la logistique pour ça. Mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est sur place, de le faire avec les gens. D'y associer. Et je vous assure, avec les gens, quand on a monté un festival l'année dernière à Rabat, en une semaine, les filles connaissaient déjà, qui sont allées là-bas, avaient déjà rencontré toutes les associations de jeunes de Rabat et de Casablanca, et le festival s'est monté avec eux, et c'était un sujet de plaisanterie, parce que l'Institut français ne connaissait pas
si vous voulez, il y a une micro-société autour des instituts français à Rabat, constituée des intellectuels marocains, entre eux, là aussi. Qui ont un pied à Paris, qui ont un pied au Maroc, et il y a cette espèce de société intellectuelle autour, mais ils ne connaissaient pas les... D'ailleurs, le patron me dit, mais comment ils ont fait? Ils sont allés en boîte, et ils écoutent la même musique. Le soir même, ils discutaient avec ces jeunes, puis ça circulait dans toute la ville, et puis les groupes ont commencé à arriver. Je ne sais pas, il y a au moins 40 associations qui sont impliquées dans le festival, mais je vous assure que ça donne un caractère tout à fait différent. Ça devient leur festival, et ils voient bien dans la manière qu'on a de faire, qu'on n'est pas là juste pour embaucher de la main-d'œuvre pour faire un festival, mais c'est surtout pour les écouter et tenir compte de leurs idées et faire qu'ils soient acteurs du festival. Et c'est ça le prix. Autrement, moi je ne suis pas organisateur de spectacle, c'est cette aventure humaine-là qui m'intéresse, et c'est bien sûr à chaque fois le meilleur. L'idée c'était que le meilleur de ce que l'on découvrait sur place se retrouve à Saint-Malo. Que Saint-Malo soit un petit peu le cœur vivant de tout ce réseau. Et on est allé à Missoula dans le Montana, qui est le quartier général un peu des écrivains de l'Ouest américains. On est allé à Dublin, on est allé à Sarajevo pour le siège. On a monté un festival avec les intellectuels de toute la zone des Balkans, avec l'aide du centre André Malraux qui s'était créé pendant le siège. On est allé à Haïfa, on a fait 8 éditions à Bamako avant d'en monter une à Brazzaville, on est allé à Rabat, on est allé à Port-au-Prince de la même manière. Et d'ailleurs, ce que vous expliquez il y a quelques instants sur la façon dont ça a été perçu et compris à Port-au-Prince, c'est un peu la même histoire que ce que vous avez essayé de faire à l'origine à Saint-Malo, c'est-à-dire que vous avez essayé d'être en réaction avec un microcosme, une vision un peu de la littérature un peu hétérocentrée sur Paris, et quelque part vous avez voulu créer quelque chose de différent, de même que à Port-au-Prince vous avez essayé de casser un petit peu le système, quoi. Non, si vous voulez, le festival au départ pour moi c'était une réaction, à ce qu'étaient les modes littéraires françaises de l'époque. Moi, j'avais la conviction qu'un monde... C'est l'édito de la première édition, 90. Je dis, mais il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il y a un monde qui est en train de disparaître. Et il y a un autre qui est en train d'apparaître, qui va obliger à un changement de nos coordonnées mentales. Je disais, ce sont les écrivains, ce sont les artistes, toujours dans ces situations, qui donnent à percevoir l'inconnu du monde qui vient. Ce ne sont pas les spécialistes. Ils sont en boucle à la télévision, à la radio, toujours les mêmes. Ils se trompent, et le lendemain, ils viennent expliquer pourquoi ça s'est passé à l'inverse de ce qu'ils avaient soi-disant prévu. Ils ne se remettent jamais en cause. Le problème des spécialistes, c'est qu'ils tirent un savoir du passé, dont ils déduisent des règles, des grilles d'interprétation. Donc, en somme, ce sont les plus inaptes à voir ce qu'il y a de neuf dans ce qui vient, puisque justement, leur grille d'interprétation ramène tout toujours au passé. Rendez-vous compte que quand vous entendez les politiques qui parlent d'économie aujourd'hui, les théories de l'offre, les théories de la demande, mais attendez, on marche sur la tête, là. On fonctionne avec des catégories qui sont tirées de quoi? De la crise de 1929. Et des petites fiches. Non, mais c'est pas ça, c'est que ces théories économiques sont venues après la crise de 1929, elles l'ont théorisée, dans une époque d'économie fermée en plus. Et on est en train de se bagarrer, de s'empailler sur des... Non, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les économistes vont produire des théories économiques et rendront compte de la mutation, parce que c'est pas une crise, de la mutation qu'on est en train de vivre maintenant. Par contre, les artistes, oui, ils disent quelque chose. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais étudiant, dans les années 60, rien de ce que l'on écoutait, de ce que l'on disait, des films que l'on regardait, c'était l'époque de la contre-culture américaine, du rock, du free jazz, de la bande dessinée qui arrivait, des flower power, de tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas une ligne dans la presse, disons, officielle. Dans le journal Le Monde, si on parlait de rock, c'était en demandant à un sociologue quelle était cette étrange maladie qui faisait qu'il y avait des jeunes quelque part qui avaient cassé des chaises. Mais de prendre ça comme des formes artistiques nouvelles disant quelque chose du monde, ça, et bien évidemment, c'était exclu. On parlait plutôt de François Mauriac que d'Albert Heller ou de John Coltrane.
Ce qui fait que la caricature, en plus c'est un brave homme, donc c'est pas pour dire du mal, mais le fameux texte de Viançon-Pontet, 15 jours ou 3 semaines avant mai 68, la France s'ennuie. Il valait mieux écouter Bob Dylan pour savoir ce qui agitait la jeunesse à ce moment-là. Ce sont toujours les artistes qui annoncent ce qui vient, qui donnent un visage, qui inventent des paroles vives du monde qui vient. C'est juste ce que je voulais dire à travers ce festival. Sortez la tête du sable. Le monde existe et la littérature n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle s'attache à dire le monde. Et justement, dans cet ouvrage, vous revenez sur les origines. Alors, on va parler à la fois des origines du festival, c'est-à-dire comment il s'est construit, mais également comment vous êtes construit l'idée de faire un festival. Et vous en parlez très bien dans l'ouvrage. Je pense que Freud aurait été très intéressé de vous allonger. Allongez-vous, Michel, on va regarder ce qu'il y a dans votre tête, en savoir un peu plus et mieux comprendre ce qui s'y déroule, parce que finalement, vous y mettez deux éléments clés qui permettent de comprendre pourquoi tout d'un coup, le Festival Étonnant Voyageur a pu être quelque chose que vous avez pu développer. D'abord, vous étiez un jeune garçon solitaire, vous aimiez énormément la littérature. Qu'est-ce que vous aviez comme littérature? Stevenson, London, voilà, comme grand compagnon. Et puis la deuxième période, c'est 68, justement, vous l'évoquiez, à travers la contre-culture, et puis justement Bob Dylan, qui vous a fait quelque part gamberger à travers l'idée du le monde serait monde. Voilà. Oui, c'est... La première chose, je pense qu'il y a une disposition d'esprit, une sensibilité particulière dans toute aventure humaine. Moi, je suis né dans la baie de Morlaix, physiquement né, ma mère a accouché à 50 mètres chez la maison, à 50 mètres du rivage, toute mon enfance, et je l'entends encore, j'ai encore. Vous entendez encore la mer. Le bruit de la mer, vous savez, quand les tempêtes se soufflaient sur Rouen, avec les galets qui brassaient, une espèce de monstre qui grondait dehors. Là, on passe toute sa jeunesse impunément avec la perception de cette puissance colossale à quelques pas de vous comme ça, et avec la ligne d'horizon devant, rêvant de ce qu'il y a de l'autre côté. On n'est pas là-dedans impunément. Et par ailleurs, ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon, c'était les quelques livres que j'avais à la maison, parce que j'ai une enfance solitaire, en même temps extrêmement pauvre, bien sûr, mais il y avait une dame qui avait eu des revers de fortune, qui avait stocké chez nous dans le grenier des livres comme ça. Il y avait le journal des voyages et le Tour du monde, avec, vous savez, des gravures à la Jules Verne qui faisaient rêver d'Indiens scalpant. En plus, les Indiens scalpant les malheureux pionniers, alors que c'est l'inverse. En réalité, l'histoire est inverse. C'est les pionniers qui scalpaient les Indiens pour toucher des primes au nombre de scalps qu'ils ramenaient pour montrer qu'on s'était débarrassé de bêtes malfaisantes, quoi, en gros. Mais autrement, c'était des malheureux explorateurs hurlant dans une marmite avec des sauvages, entre guillemets, hilars autour. Tout mon imaginaire de gamin était peuplé de trucs absolument effroyables. Je ne sais pas pourquoi il fallait que ce soit toujours des explorateurs étouffés par des bois constrictors, ça ils aimaient ça beaucoup aussi, ou je me rappelle des Espagnols boucanés par des flibustiers pour faire suer leur or, alors avec les visages convulsés, les flammes autour. Enfin, puis je disais à ma mère, maman, je veux aller là-bas comme eux. Tu es fou aussi. Mais ça me faisait rêver. Voilà, on est formé par ça, évidemment, cette idée des lointains, etc. Et puis... donc cette autre période... Et l'autre période, c'est vrai... Plus collective, finalement. Là, par contre, vous êtes rentré dans un mouvement, dans un groupe... Vous savez, vous arrivez, moi j'arrive... vous montiez à Paris, quoi. J'arrive de ma Bretagne, n'ayant jamais mis les pieds dehors, avec un accent breton à couper au couteau, pensionné au lycée Hoche à Versailles, qui était vraiment le lycée de la bourgeoisie versaillaise. Je ne savais pas que j'étais breton jusque-là. On vous l'a fait comprendre. Je ne savais pas l'idée que
les autres se faisaient de ce que voulait dire être breton. Je peux vous dire, vous trouvez dans un lycée comme ça, dans les regards qui vous font face, dès quand j'entends des Africains qui parlent de racisme ou que ça se lit dans le regard de l'autre. Ça résonne par rapport à ce que vous avez vécu, bien sûr. J'ai pris ça comme une gifle, tout d'un coup, comme ça. Quand vous faites en plus après une école comme HEC, où j'étais programmé pour devenir patron, quelque part. Et vous l'êtes devenu d'ailleurs. J'étais incapable non. Ah si, vous l'avez été. Je devais faire mon stage chez le directeur du marketing d'Unilever avant 6 mai 68 n'est pas arrivé. J'ai été sauvé par mai 68, ça clairement, mais de toute manière, j'imagine pas une seconde que j'aurais pu suivre cette carrière-là. J'ai jamais imaginé de ma vie que je ferais autre chose qu'écrire de toute manière. Je ne sais pas comment ça se passerait, mais j'en étais absolument convaincu. 68, c'est vrai, c'était une libération, mais c'était aussi un fantastique moment à deux niveaux. Moi, l'enfant solitaire, etc., il y a eu un moment, je dirais, poétique, extraordinaire sur 15 jours, 3 semaines, où les gens dans la rue se souriaient, se parlaient, s'embrassaient, quelque chose d'extraordinairement fluide qui n'avait strictement rien à voir. Ça, vous l'avez connu, parce que avec les mots d'ordre on nous raconte des jolis mythes sur 68. Non, ça c'est la beauté de mai 68, c'est ça. D'accord. On arrête tout, on recommence. GB, il y avait cette espèce de tendresse dans la rue qui n'avait rien à voir avec les discours des groupuscules qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, qui couraient après un mouvement en essayant de plaquer une grille révolutionnaire, marxiste, léniniste, etc. En gros, les gens, au départ, s'en foutaient un peu. Il y avait c'était le mois de mai, il y avait tout d'un coup... Il y avait beaucoup de fumée, c'est pour ça aussi que vous êtes tous d'accord à peu près. Non, pas spécialement. Non, tout ça c'est... Non, c'est du mythe là aussi. Oui, largement, c'était pas ça, c'était... écoutez, on avait dans la tête, toute notre jeunesse, on avait dans notre tête un monde en couleur. On ouvrait la porte et on était dans un monde encore en noir et blanc. Gabin, les tractions avant, quoi, en gros. On n'imagine pas le degré. Non, on était dans un monde que nous percevons comme un monde de vieux cons. Il faut réfléchir à une seconde à ce qu'était la situation des femmes avant. Je veux dire, c'est par rapport à aujourd'hui, mais c'était quasiment un Moyen-Âge. Voilà, il y avait un tel écart entre la manière de se percevoir au monde, de percevoir les relations entre les gens, etc., les jeunes, etc., et le monde des adultes. En gros, M. 68, c'est pas compliqué, c'est des jeunes... Vous avez quel âge à l'époque, 68 24 ans. 24 ans, voilà. Vous ouvrez la porte, vous regardez le monde dans lequel vous êtes supposé rentrer, puis vous refermez en disant merci, non, on n'a pas envie, c'est tout. 68, ça a été ça au départ. Et il y avait une fantastique transgression sociale qui était, on a dit aussi n'importe quoi, mais c'était la mise entre parenthèses momentanée des savoirs, au sens où tout d'un coup d'une génération étouffant dans un savoir académique avec la sensation que ce savoir ne disait plus rien des mondes réels. Et l'envie d'y aller voir, de ne pas se contenter des discours tout faits. La belle période de mai 68, c'était ça, cette transgression. Moi j'étais par exemple dans des groupes qui partaient de la Sorbonne pour aller à Boulogne-Billancourt, verrouillés par la CGT avec des barres de fer pour taper dessus, puisque c'était la petite bourgeoisie et il n'était pas question pour eux d'autoriser les jeunes du Billancourt, d'autoriser les jeunes de parler aux petits bourgeois qui venaient. Et puis les discussions par-dessus le truc, c'était étonnant, parce que tout d'un coup ça glissait, mais t'écoutes quoi comme musique? Les Stones? Ah, t'écoutes pas les Stones, ça. Et tout d'un coup il découvrait qu'il y avait une culture, parce que ça c'était le phénomène déjà des années 60, une culture jeune qui transgressait les catégories sociales en réalité. Tout d'un coup les jeunes en question découvraient des tas de choses en commun, et eux-mêmes avaient envie un peu de continuer la conversation, mais à cette époque-là, le prolétariat était estampillé propriété exclusive du Parti communiste et de la CGT, point à la ligne. Usines. Ces moments de transgression sont toujours très précieux, disons. Et ces moments de transgression, on peut estimer que quelque part, vous avez réussi à
vous a amené jusqu'à Étonnant Voyageur en 1990, sachant qu'il y a eu d'autres périodes. Ce qui s'est passé après est simple, c'est-à-dire que, comme disait Sartre à l'époque, le marxisme est l'horizon indépassable de la culture à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il fallait absolument conjuguer tout désir de liberté et de révolte dans un langage obligé de la Révolution. C'est ce que Sartre lui-même a essayé de faire dans la critique des raisons dialectiques, d'arriver à fourrer cette philosophie de la liberté dans la philosophie marxiste. On peut constater d'ailleurs qu'il aurait pu faire 10 000 pages, ça ne s'est jamais arrivé au bout, parce que c'était impossible en fait. Mais à l'époque, on n'imaginait pas que ça soit impossible. Donc ce qui s'est passé après, pour maintenir, prolonger ces moments de... quelqu'un comme Maurice Clavel, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un personnage formidable et qui était un grand ami, mais qui lui était croyant, donc il interprétait ça comme la grâce qui était descendue sur un moment, sur la jeunesse de France, comme ça. Il fallait conjuguer ce que Clavel appelait l'insurrection de la vie, ce qui s'est passé là, dans le langage obligé de la Révolution pour tenter de le prolonger, puisqu'on n'imaginait pas qu'il y ait d'autres pensées de libération possibles que cette pensée-là. Clavel nous donnait rendez-vous à ce moment-là. Il dit ou bien cette insurrection de la vie sera assez forte et vous arriverez à briser ces langues qui sont des langues mortes en réalité, ou bien ces langues mortes en raison de vous et éteindront cette insurrection de la vie. Et tout ce qui s'est passé après, c'est l'histoire de ce combat en fait. Ce combat qui prenait un sens tout à fait nouveau aussi, parce que sur place on voyait qu'on avait beau faire, on reproduisait des mécanismes d'autorité d'une part, et d'autre part il y avait puissance 10, puissance 100 de l'autre côté, les mouvements de dissidence, qui disaient, dans lesquels on trouve un écho extraordinaire dans leur réflexion sur les mécanismes d'autorité, comment que, partant sur les ailes de la liberté, on se retrouve à fabriquer de la terreur. C'est ce rapprochement entre les deux qui a permis effectivement à certains de ces 60 plus tard, dont tout le groupe qu'il y avait autour de Clavel, Foucault, Sartre, etc. Moi, vous avez vu d'ailleurs publier les entretiens de Sartre sur les... J'ai dirigé un journal à cette époque-là qui s'appelait La Cause du Peuple. La Cause du Peuple. Je me suis retrouvé à la santé 8 mois au nom d'une loi sur la presse qui avait été votée sous Pétain et qui n'avait jamais été appliquée en réalité. Mais bon, il faut croire qu'ils avaient très peur de nous à ce moment-là. Et Jean-Paul Sartre a pris la suite, dirigé le journal après moi. Donc on ne pouvait pas arrêter Sartre. Donc c'est devenu une affaire internationale. Oui. J'ai retrouvé Sartre après à la sortie. On a participé à la création d'un journal qui s'appelait J'accuse, dans lequel il y avait Sartre, il y avait Clavel, il y avait Foucault, il y avait Godard. Plus tard, il y a eu Libé qui... etc. Ben, Libé est né de ça. Né de ça, bien sûr. Mais avec ce moment a été tout à fait exceptionnel. Sans ce moment-là, il n'y aurait jamais eu Libé après. Et j'ai créé une collection chez Gallimas, La France sauvage, et auquel Sartre m'a demandé de s'en occuper avec moi. Et plus tard, Jean-Pierre Le Dantec, on a mené cette collection ensemble. Mais ça a été un moment, ça a correspondu à un moment à la fois de crise du gauchisme, parce que mais en même temps de construction, de réflexion extraordinaire, parce que à la différence des petits intellectuels, disons, qui sont en fait des esprits religieux, qui sont là cramponnés à de supposer certitude, et puis si on dit ceci, c'est désespéré Billancourt, et ça, c'est réactionnaire, etc. Au moins là, c'était simple avec Sartre, Foucault, etc. C'est on remet tout à plat. Donc c'était des choses très simples. C'est, par exemple, une théorie matérialiste qui prétend faire de la transformation du monde sa preuve, si elle s'applique, si partout quand elle s'applique au réel, ça foire, c'est peut-être pas la faute du réel, c'est peut-être la faute de la théorie. Donc, et si le marxisme était une théorie fausse? Et puis, on a dit, et si la théorie de la plus-value sur laquelle tout est basé est une théorie erronée? Et à ce moment-là, vous regardez la formule mathématique de la théorie de la plus-value dans le capital, et vous apercevez qu'elle est absurde. Qu'un élève de 4e verrait que cette formule est absurde. Ne tient pas la route. Parce qu'elle ne tient pas compte de la machine.
elle ne tient pas compte de l'invention. Et si vous rentrez, vous ne pouvez pas rentrer ces deux variables. Vous ne pouvez pas bâtir une théorie de la valeur à partir de ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est une négation de l'exploitation, ça veut dire simplement que la manière qu'il avait de penser était erronée. Après, d'ailleurs, les derniers marxistes aujourd'hui sont les capitalistes, en fait, hein, qui pensent que l'infrastructure matérielle détermine la superstructure spirituelle. Ouais. Lui-même n'a pas encore dit son dernier mot. Et je pense que c'est exactement l'inverse, c'est que si on veut une philosophie de la liberté, il faut penser ça à l'envers. Mais tout ça, c'était une période d'intense bouillonnement, avec cette idée, moi quand j'ai fait La France sauvage, c'était cette idée d'y aller voir, mais sur la longueur d'un livre, d'enquêter, de partir en mettant entre parenthèses les idées toutes faites. Quelque part, j'ai l'impression que je n'ai fait que ça tout du long. Quand j'ai fait connaître le courant des écrivains voyageurs anglo-saxons, qu'est-ce que c'était ce courant des écrivains voyageurs? C'était d'y aller voir, de mettre entre parenthèses les idéologies. Alors, vous prenez les dates, en plus, c'est frappant. Grande crise du marxisme, c'est le milieu des années 70, que ça s'effondre partout, sous les coups des dissidences dans les pays de l'Est, etc. 77, c'est Bruce Chatwin en Grande-Bretagne qui sort son livre en Patagonie, et tout le courant des écrivains voyageurs anglo-saxons. Mais il y a le même courant en France à cette époque-là, sauf qu'on ne l'a pas vu. Moi, je me suis retrouvé classé nouveau philosophe parce qu'on ne voyait pas comment ça s'appelait l'homme qui venait devant, enfin bon. Mais il y avait en même temps Jean Rollin qui publiait Chemin d'eau, il y avait Borel qui publiait ses livres sur Rimbaud, il y avait Lapouche qui publiait son livre Équinoxial, il y avait Jacques Lacarrière qui publiait Chemin faisant, etc. Tout d'un coup, vous avez ces idéologies lourdes qui s'effondrent, et c'est comme s'il y avait un appel d'air extraordinaire, et les gens qui se précipitent par les chemins du monde pour apprendre en se frottant au monde. Mais c'est aussi mouvement punk, le gothique, Anne Bryce, dialogue avec un vampire, 77, vous s'apercevez que tout d'un coup, quand vous avez cette espèce de chape de plomb qui se fend, ça part absolument dans tous les sens. C'est un petit peu le prolongement de ça que j'ai voulu. La question, le problème en France, c'est que des fois je me suis dit ça aurait été bien si j'étais né de l'autre côté de la Manche, parce que je me sentais nettement plus en phase avec les voix de la littérature de l'autre côté. Mais en France, à cette époque-là, on était, c'était quoi? C'était cette idée qui commence, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on dira que c'est une idée absolument stupide, et on se demandera comment des générations entières de philosophes, d'universitaires, etc., béatement se sont précipités en répétant des âneries invraisemblables. Et cette idée d'une littérature formaliste n'ayant d'autre objet qu'elle-même. Dans les années 60, moi, évidemment, comme tout le monde, je suivais les cours des linguistes, etc. Bon, c'était l'époque où on disait la mise entre parenthèses préalable du sujet, du sens et de l'histoire. Eh ben oui. Vous aviez Ricardo qui publiait ses essais critiques dans Tel quel, qui reprochait aux écrivains, citation, un usage naïf de la langue, sous-entendu qu'il les priait de se recycler en linguistique, pendant que les linguistes écrivaient à leur place des romans qui ont eu un succès assez modeste, il faut bien reconnaître. C'était donc d'un côté une littérature d'anorexique claustrophobe, disons purement formaliste, ne parlant surtout pas, parler du monde, c'était se frotter aux référents, comme on disait, c'était l'obscénité totale. C'était une vision un peu encore colonialiste des choses. C'était l'étranger encore. Non, c'était cette vision d'une littérature n'ayant d'autre objet qu'elle-même. C'est-à-dire le roman d'aventure remplacé les aventures, le roman d'aventure remplacé par les aventures du roman, les aventures de la langue, disons. C'était le délire structuraliste, taux et signes et système de signes. J'ai une totale absurdité aussi qui les linguistes ne se plus répéter maintenant parce qu'ils ont un peu honte. C'était aussi l'époque, mais qui continue, c'est le penchant français aujourd'hui encore,
d'une littérature, je dirais, qui prend son nombril pour le centre du monde. De toute manière, le formalisme va tout à fait avec cette contemplation éperdue de soi-même, disons. Moi, je veux dire, mais attendez, le monde existe. Regardez le reste de la littérature dans le monde, les écrivains qui apparaissent à ce moment-là, qui sont en train de parler de la réalité du monde, qui est parce que, en plus, l'enjeu était littéraire, au sens où la réalité du monde à ce moment-là, c'était le début des grandes migrations de population. C'était dans les métropoles françaises, anglaises, etc. C'était l'apparition des petits-enfants, par exemple, de l'Empire britannique, mais nés en Grande-Bretagne. À la différence de leurs parents qui pouvaient encore vivre dans la nostalgie de l'Inde, etc. Ceux qui étaient nés en Grande-Bretagne n'étaient plus de ces pays-là, mais ils n'étaient pas non plus de l'Angleterre du 19e. Ils devaient vivre en eux des strates culturelles hétérogènes. L'enjeu, bien évidemment, la capacité de créer pour soi-même et collectivement des récits qui articulent ces strates hétérogènes pour en faire un tout vivable. Et bien, des strates, quelle est la forme qui permet d'articuler des strates hétérogènes, sinon le roman qui par définition met en scène des personnages différents dans un ensemble mouvant qui néanmoins constitue une forme qui se tient. Évidemment que tout le courant Salman Rushdie, etc., mais vous regardez la quantité d'écrivains qui apparaissent à ce moment-là, c'est pas un hasard, c'est que ça correspond pour eux à une nécessité vitale. Et ça veut dire à ce moment-là, la littérature devient un enjeu vital de construction, de recomposition de soi, d'invention du monde dans lequel, de l'Angleterre réelle dans lequel il se trouve. Vous prenez l'Allemagne aujourd'hui, moi je disais une fois, j'ai été l'éditeur de Peter Schneider, je disais, oh putain, ces écrivains allemands ont commencé à devenir enfants parce que le ressassement de la culpabilité allemande, de génération en génération, ça devient de plus en plus pénible. Il y a eu les grands avant, mais alors maintenant... On a arrêté maintenant. Et Peter Schneider me dit, mais qui est pas du tout. Il dit, les écrivains allemands aujourd'hui, mais ils sont turcs, ils sont russes, ce sont des enfants de l'immigration, c'est Feridun Zemoglu, c'est Kaminer le russe, je me suis dit toute une liste comme ça, je me suis précipité sur ces auteurs, c'est effectivement la nouvelle Allemagne multiculturelle qui bouscule des tas de schémas préétablis, et c'est ce qui se passe en France. Et alors là, je suis assez content parce que je pense qu'on y a fortement contribué à faire que la littérature de langue française, tout d'un coup, soit envahie par les auteurs africains, haïtiens, etc. Avant, comment vous qualifiez ça aujourd'hui? On parle de multiculturalisme, ça vous plaît comme terme? Peu importe, on adore mettre des mots à chaque fois. L'enjeu, c'est la capacité de penser une France tout à la fois une et plurielle. Oui. Ça devrait parler en Bretagne, parce que la France une s'est construite dans un rapport compliqué à sa pluralité. Exactement. Mona Ozouf en parle très très bien. Elle s'est construite dans le refus de cette pluralité et dans la souffrance que ça a créé, de la non-reconnaissance des différences culturelles, comme si ces différences-là, ces cultures singulières, qui ensemble constituent la France, étaient un danger pour l'unité française. Si ça représente un danger, si après tant de siècles d'écoles républicaines et laïques, ça pose encore un problème, c'est que quelque chose est raté dans cette pensée-là, parce que, en plus, vous savez aussi bien que moi que je ne vois vraiment pas où le problème, moi, et visiblement ça en pose un à d'autres, je ne vois pas où est le problème de se sentir tout à la fois breton, citoyen français, européen et du monde entier. Vous avez vu, on a suivi les chemins de traverse qui correspondent aussi à votre réflexion et à votre pensée, mais qui nous amènent quand même à notre sujet. Cette pluralité de la France constitutive, elle intègre en même temps l'ensemble de l'espace
de l'espace francophone. Parce que vous ne pouvez pas impunément vous décréter comme dépositaire de l'universel, c'est ça l'idée de la citoyenneté républicaine, etc. Si vous vous considérez comme le dépositaire de l'universel, ce qui s'est passé comment vous justifiez le colonialisme à partir de cette vision universelle? Vous trouvez comme excuse que vous allez porter la parole libératrice aux sauvages enténébrés, victimes de la superstition. Et effectivement, plein de gens de bonne volonté, instituteurs, etc., sont partis en Extrême-Orient, en Afrique, enseignant nos ancêtres, les Gaulois, Tombouctou, etc. Mais tous, ils ont pris comme une claque la découverte que ce n'étaient pas des sauvages enténébrés, mais qu'ils rencontraient des cultures autres. La naissance de l'ethnologie, c'est quoi sinon aussi le choc de cette rencontre? Mais immédiatement, le contre-coup immédiat, c'est la réfraction dans l'espace français par ceux qui revenaient ayant découvert ça, mais aussi par le phénomène tout simplement de l'immigration, les travailleurs immigrés. C'est pas hier que ça a commencé. Dès les débuts de l'Empire colonial arrivent des populations de ces pays-là en France. Il y a tout un groupe d'historiens qui est formidable, le groupe Achac autour de Pascal Blanchard, etc., qui ont fait un travail extraordinaire sur justement toute l'histoire des migrations du Sud et comme ça, et comment elles ont imprégné l'identité française, et depuis très longtemps. Le premier maire noir, c'est pas Kofi Annan, c'est un maire, je crois, qui était de Rézé, quelque chose comme ça, qui en plus a eu une histoire extraordinaire, parce qu'il est mort. Kofi était breton, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est pour ça aussi qu'on a. J'ai vécu longtemps dans le Midi, je peux vous dire que le climat est assez différent sur ces questions-là. Et il meurt dans un camp de concentration. Les papiers qu'il laisse montrent qu'il s'était bombardé par les forces alliées, et qu'il meurt, qu'il va mourir dans ces bombardements, et qu'il les espère en disant si le prix à payer de la fin de cette horreur qu'est le nazisme, c'est de mourir dans ce truc-là, il n'y a pas à hésiter une seconde. C'est un personnage d'une dimension formidable. Quand on feuillette les albums, parce que ce sont des albums qu'ils ont fait riches de milliers de photos, on tombe là sur, tiens, bah oui, ça c'est vrai, bah tiens, ça j'avais oublié, tiens, ça, oui, c'est extraordinaire. Évidemment que... Alors, si on n'était pas totalement aveugle, bouché, sourd dans des débats idéologiques totalement imbéciles, on se dirait, mais c'est une chance extraordinaire. Et quand on a monté les festivals, je vous disais, à Bamako, à Brazzaville, à Rabat, ce que disent les jeunes, tous c'est la même chose. C'est arrêter avec votre culpabilité, on n'en peut plus. Oui, c'est ce que vous disiez, vous, à l'époque, quand vous avez créé le festival, à ceux qui se posaient la question de savoir si c'était intéressant ou pas de monter un festival comme le vôtre. Vous aviez également le même discours à l'époque. Je ne sais pas, mais là, en tous les cas, je me rappelle, à Brazzaville, il y a une journaliste très sympa en plus qui disait à quel point elle vivait mal cette culpabilité du colonialisme. C'est pour ça qu'il y a un jeune écrivain qui dit, écoutez, on n'est pas là pour soigner ta névrose, ras-le-bol de ça, il s'agit de rien oublier, ok, mais enfin les relations entre les gens, ils naissent de crise, de guerre, regardez-vous là, entre vous et l'Allemagne, etc. Il y a quelque chose qui nous lie, il y a une culture commune qui nous lie quand même. On aimerait bien qu'on puisse inventer quelque chose ensemble aujourd'hui, parce que si vous ne voulez pas, on fera ça avec les Chinois et les Indiens, enfin, on préférait quand même que ce soit avec vous, mais vous ne répondez pas à notre attente. Et souvent, des journalistes ou des écrivains qui venaient avec nous étaient surpris par ce discours-là, parce qu'en même temps, le jeune il disait, non, vous savez, le colonialisme, ok, on sait tout ça, mais que ce soit la faute des colons, ça, on l'a entendu à la maison toute notre enfance. C'est comme ça, nos parents, ils n'ont rien foutu parce que c'était toujours la faute des autres. Nous, on n'a qu'une vie, on peut la jouer à fond et on aimerait bien qu'on retrouve les moyens de fonctionner ensemble. Sauf qu'on leur ferme la porte et que les meilleurs éléments partent au Canada, partent aux États-Unis et font du business avec le Canada et les États-Unis plus tard quand ils reviendront. Et pour nous, c'est une richesse formidable. Si on se disait que
on a une pensée monde, que grâce à ces immigrations des Suds, le rapport particulier qu'on a eu avec la culture des quatre coins du monde serait un atout dans la mondialisation aujourd'hui. On hérite d'une pensée monde. À partir de là, on devrait pouvoir affronter le monde au lieu de mettre sa tête dans le sable comme des piliers. On va faire juste un tout petit peu de prospective sur ce qui va se passer demain, après-demain, pardon. Hein, c'est les départementales avec, semble-t-il, un nouveau choc politique qui va arriver. La pensée monde, elle n'est pas véritablement vécue, on va dire, dans le secret des isoloirs, vous voyez. Mais non, mais moi je suis pas un homme politique. J'écris des livres, on est je défends des idées. Comme vous le dites, une nouvelle pensée, des nouvelles idées qui sont censées avoir été irriguées à travers des générations. Oui. 25 ans de festival étonnant voyageur. Il y a encore du travail à mener. Hein, quand on a fait l'année dernière un débat sur l'idée de France plurielle, avec le Clésio, avec Pascal Blanchard, etc., l'auditorium, 1030 places, était bondé, des centaines de personnes dehors, et je peux vous dire qu'on sentait les pulsations de la salle. Ça fait quand même du bien de sentir cette générosité. Alors, moi je vais devenir un petit peu plus tranchant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui d'être dans un public ou avec un public qui est déjà acquis ou conquis? Un peu comme il y a eu à un moment donné une bulle contre laquelle vous vous êtes, on va dire, attaqué sur le plan littéraire, en disant on va faire un contre-salon, un contre-festival en proposant autre chose, et qu'aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas besoin également de bousculer les choses avec peut-être pas 1000 personnes qui sont déjà convaincues de tout ce que vous dites, parce que ce que vous dites est sans doute juste, mais malheureusement, autour, ailleurs, dehors, eh bien, il y en a plein d'autres qui ne pensent pas exactement la même chose, et malheureusement, on va le vivre peut-être ce week-end. Oui, en même temps, si vous voulez, moi, les écrivains... Les voyageurs, on les aime à l'extérieur. On ne peut pas faire autre chose que d'essayer de porter des idées, d'installer des dialogues. Je me rappelle, par exemple, un exemple, quand vous dites de public acquis, mais c'est un public aussi qui a été conquis et acquis maintenant, c'est ce que je veux dire. On fait 300 rencontres en 3 jours. C'est bondé absolument partout. 27 programmes simultanés, ici on en faisait 40, ça serait plein aussi. Les gens ont envie de débattre, de discuter, d'apprendre, etc. D'entendre autre chose que le moulin à prière de la télévision, parce qu'il y a la société française est malade globalement de sa représentation, de la sphère médiatico-politique, si vous voulez. De quoi parlent les médias, vous voyez bien, ça tourne. Mais oui, mais est-ce que ça parle de la vie réelle des gens? Non. La société, effectivement, elle est malade à des tas de niveaux, d'une gauche qui continue à tourner son moulin à prière parce que c'est avec ça qu'elle assure son pouvoir. Les syndicats qui ne défendent plus que leur pouvoir sans croire une seconde aux valeurs qui sont supposées incarner, une espèce de conservatisme des représentants globalement, et on voit bien une complicité en plus extraordinaire de dans la sphère politique, je veux dire, de ce point de vue-là. C'est une incapacité à penser le nouveau qui est, probablement faudra-t-il une crise grave pour que vienne le nouveau. En même temps, le nouveau, regardez l'attentat, vous dites que ça n'est que jamais que 1000 personnes dans un auditorium. Oui, mais moi je pense que la société, une partie importante, extrêmement importante de la société française est en même temps très en avance sur le discours de ses représentants. Regardez l'attentat, les réactions au 11 janvier. Cette France-là, pour moi, cette France-là, dans la rue, à ce moment-là, c'était la France. Et c'était une France qui était plurielle, qui était unie, donc qui était plurielle, qui affirmait un désir d'être ensemble. Où elle est dans le discours de nos représentants, c'est d'être les acteurs de notre histoire, et ça, c'est énorme. Ce sera dans les difficultés, les souffrances, les conflits, tout ça, mais on est les acteurs de notre histoire. Les gens qui sortaient, se disaient, tiens, on ne voyait pas ça comme ça jusqu'à maintenant. Donc de faire venir les gens du monde entier, de croiser les points de vue,
de voir comment les gens ailleurs pensent le monde aujourd'hui, c'est toujours utile, c'est toujours précieux. Quand on a fait venir des intellectuels des pays de l'Est, après le festival de Sarajevo, on fait une édition sur l'Europe ici. Il y a la grande figure de la contestation serbe de la contestation de Milosevic, Vidoslav Stevanović, qui à la fin, tout d'un coup, comme ça, il avait écouté plein de débats, et puis tout d'un coup, il éclate, il apostrophe la foule, et les écrivains français qui étaient là d'ailleurs, il dit, mais est-ce qu'il y a dans la salle une personne douée juste de raison, de capacité, de raisonnement logique, qui pourrait nous expliquer à nous tous, on est tous là, les écrivains qui arrivent de ce que vous appelez l'Est, est-ce qu'il y en a une qui peut nous expliquer à nous comment notre cauchemar peut être encore vos rêves? Parce que si vous voulez savoir ce que c'est que le cauchemar du communisme, on est tous là, on peut vous expliquer comment il y a une perversion quotidienne du sens des mots, comment chaque mot est retourné en son inverse, comment au quotidien il y a la terreur, le flicage de chacun par tout le monde, comment on peut tout vous expliquer. Il dit, mais on a compris une chose, nous, c'est que vous n'avez surtout pas envie qu'on vous explique, vous avez juste une envie, c'est qu'on reparte, pour que vous continuiez à tourniquer votre moulin à prière tranquillement sans venir vous perturber. Mais tant que ce fossé-là n'est pas comblé, tant qu'il n'y a pas ce dialogue entre l'Est et l'Ouest, vous pouvez toujours courir pour construire l'Europe. Parce que ça, c'est un vrai clivage entre ceux qui ont vécu une expérience dont nous, on ne veut rien savoir, parce que le logiciel de gauche est arrimé à cette idée que quand même, quelque part, le bilan est globalement positif, qu'il y a eu des erreurs, le stalinisme, tout ça, mais quand même que... Et tous, massivement, de notre côté, ils disent, non mais attendez, vous blâmez les mecs, on va vous expliquer. Mais non, nous, on ne voulait pas. Ça m'a frappé, parce que là, il y a un vrai clivage. Et tant qu'il n'y aura pas ce pont-là, on n'avancera pas. Et il y a vraiment une incompréhension fondamentale. Et qui implique un changement de logiciel. Et le problème dramatique, quand on ne change pas de logiciel, c'est que le seul discours, à ce moment-là, qui se prétend de liberté, c'est un discours de droite. La question, c'est de penser une liberté, de penser une philosophie nouvelle de la liberté qui ne soit pas le libéralisme, qui ne soit pas... en gros, pour moi, la gauche, avec ses pensées mortes, et ceux qui empêchent qu'il y ait cette pensée nouvelle qui voit le jour. Et ça, de croiser sans cesse les points de vue d'écrivains, de philosophes, des quatre coins du monde, c'est quelque chose de vital. Ce qui se passe maintenant, y compris Daesh, etc., il y a quand même un philosophe indien, Arjuna Palluraj, qui enseigne aux États-Unis, qu'il a écrit en 96, qui a décrit ce mécanisme en disant mais on va vers chez ces enfants de 3e, 4e génération de l'immigration, soit on arrive à construire ces récits articulant ces strates-là, soit s'ils ne se sentent pas du pays où ils sont, ils vont construire des patries imaginaires qui seront d'une extrême violence parce que détachées de tout critère de réalité. Et il analyse ce mécanisme de la violence et de cet enchaînement de manière saisissante. Vision, quelque part déjà, de l'État islamique. Quoi. 1996. De temps en temps, il faut lire quand même ça aide de lire les philosophes et d'entendre les voix qui viennent d'ailleurs. Alors, dans cet ouvrage, on ne va pas revenir sur le détail parce que vous aurez l'occasion de le découvrir quand il sortira, notamment ici au Forum du Livre, eh bien, on va dire la petite histoire du festival, même si ensuite elle a donné de très belles rencontres, notamment comment est né le festival à travers une rencontre, notamment l'ancien maire de Saint-Malo, à l'issue d'une exposition, qui a dit, si vous avez un jour un projet à me proposer, monsieur Lebris, c'est bien, venez donc me voir. Vous avez réfléchi avec notamment des collaborateurs et collaboratrices de France 3, qui à l'époque, parce que vous étiez également, en tout cas vous l'avez été, directeur de France 3 Bretagne, et il y avait deux personnalités, vous connaissez sans doute ici même, Maët Chantrel et Christian Roland, Christian qui d'ailleurs nous a quittés, et Maët Chantrel et Christian Roland, avec eux, plus un publicitaire. Et Brigitte Morin. Et Brigitte Morin, bien sûr. Et ensemble, vous avez phosphoré, proposé une idée, et M. Coano vous a dit tout simplement banco. Hein, en gros. C'est à peu près... Non, ils étaient venus me voir
en disant on voudrait monter un salon du livre. Ah oui, vous monter un salon du livre. Est-ce que tu serais de l'aventure? Et vous, surtout pas un salon tel que. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi j'étais en train de créer une revue littéraire, j'avais créé je ne sais combien de collections. Vous étiez remonté contre les salons littéraires tels qu'ils étaient. Oui, mais enfin, j'étais surtout lancé dans mon truc du combat que je voulais mener pour une autre idée, la littérature. Il y a un salon du livre, et puis j'ai dit, mais sur quoi? Simoneau m'a dit, c'est publicitaire. Hein, oui, j'ai pensé à un truc, ça serait le livre électronique. Il y en a beaucoup. Elle était visionnaire. Hein. C'est quand même un peu court, et tout d'un coup, comme René Poineau à Saint-Malo, si vous avez une idée, venez me voir, tout d'un coup, je me dis, mais et si tout ce que j'essaie de rassembler, à travers la revue de l'hiver, dans ces collections, etc., s'il y avait un lieu pour rassembler, ce que je disais, tous les petits-enfants de Stevenson et de Conrad, quoi, de par le monde, ça serait super. Et j'y suis allé, et en un quart d'heure, il a dit banco. Voilà. Et j'ai trouvé ça normal. Et à l'époque, l'inquisiteur, vous le dites, ça a failli s'appeler, enfin en tout cas, Explorer 90. Ah non, mais ça, c'était l'idée de. C'était Simoneau, parce qu'il était publicitaire. Explorer 90. Ça n'aurait pas passé 2000. Après ça, Explorer 90, Voyager 90. Non, ça, c'est une marque de bagnole. Et ouais, bon, alors. Chrysler. Explorer 90, voilà, non, c'était l'époque du truc de l'exploit. J'ai traversé l'Amazonie en patin à roulette, j'ai sauté à une lasting, un truc et tout. Et moi, j'ai dit étonnant voyageur. Tout le monde d'ailleurs a trouvé ça totalement nul, pour tout dire. Mais enfin, comme le concept c'était moi, les auteurs qui arrivaient c'était moi, que j'avais trouvé les financements autres que l'Amérique, etc. On m'a dit bon, bah écoute. Bon, d'accord, mais enfin. Va pour étonnant voyageur. Et les mêmes, au bout de 3 ans, 4 ans, ils disaient ton truc là, décalé, super. Voilà, mais ça permettait de. Voilà, c'était un poème de Baudelaire, ça permettait de dire que c'était un truc littéraire, et puis. Et voilà quoi. Et vous avez redéveloppé quelque chose qui se faisait pas vraiment, et puis qui après a fait, on va dire, cas d'école, puisque on a retrouvé les cafés littéraires développés. Ah, mais c'était l'invention. L'invention de Christian. De Christian Roland et Maëlle Chantrel, et même d'ailleurs, Christian à l'époque avait déposé le titre. Oui. Puis, malheureusement, il n'a pas été assez vite parce que. Non, si, il n'y a pas de problème, il était déposé et tout, mais l'année d'après, il y avait 7, 8, 10 salons qui proposaient des cafés littéraires. Des cafés littéraires. Et puis en même temps, Christian rigolait, il dit je ne sais pas pourquoi j'ai déposé ça, à la limite c'est très bien qu'il y en ait partout. Et puis voilà, ça c'est. Voilà. Mais si on est réunis aujourd'hui, c'est également. C'était leur idée qui venait de ce qu'ils avaient fait à France 3. Qu'ils animaient les après-midi avec des rencontres. De la période. Voilà, c'était cet esprit de convivialité, de proximité avec les gens qu'ils voulaient. Ils disaient il faut un lieu convivial, sympathique, où les gens soient proches des auteurs, où les auteurs eux-mêmes se sentent décontractés, disons, pas dans un rapport solennel du grand monsieur qui juste signe. Voilà, c'était une belle idée. Et puis très vite, on a dû multiplier les rencontres, les formes de rencontres, les photographes sont arrivés. Cartier-Bresson nous a donné une exposition dès la première édition. J'appelle Hugo Pratt, il dit moi, non, jamais, je ne vais dans aucun festival de bande dessinée. Mais c'est pas un festival de bande dessinée, c'est un festival littéraire. Les petits-enfants de Stevenson et de Conrad. Et Jack London Jack London, forcément. Il est venu très vite. Hein. J'arrive. Il nous a donné une exposition absolument magnifique. Il est venu, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 reprises avant de disparaître, malheureusement, avec une rencontre qui restera dans les mémoires, qu'on peut trouver si on va sur notre site. Tous les enregistrements vidéo de tous les cafés littéraires depuis le début ont été numérisés et sont accessibles. Donc près de 500 heures de 25 années de vie littéraire. Il y a une rencontre entre Alvaro Mutis et Hugo Pratt qui est absolument extraordinaire parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et le personnage central des livres d'Alvaro Mutis, c'est Macrol le Gabier. Gabier extrêmement littéraire, forcément nourri de Conrad et de Jack London. Et Corto Maltese, personnage littéraire nourri de Jack London et de Conrad. Donc ils commencent à se parler et tout d'un coup ils commencent à se regarder en disant mais vous parlez
du mien. Et il y a eu un moment de rencontre absolument extraordinaire comme ça, et après ils ont passé le festival ensemble, et quand je les croisais, j'ai senti en train de discuter de quoi, en fait, d'énumérer les livres de leur bibliothèque, et puis t'as lu Jack London et la guerre de Corée? Oui, oui, tout à fait, d'ailleurs. Ils n'en finissaient pas de se découvrir comme ça, et c'est ça qui faisait aussi le climat formidable de ces moments-là, c'était des écrivains qui découvraient leur connivence, quoi, disons. Donc l'ouvrage sort courant avril. Courant avril, voilà. je pense, au tout début mai. Voilà, et puis 23-25 mai, c'est le festival en tant que tel, 25e édition, et ça sera l'occasion là de vivre pleinement ce moment. Et on a déjà sur Internet l'ensemble déjà des principaux... Non. Non, pas encore. Non, je pose la question. On a pris tellement du programme. Oui, du programme. Mais non, c'est même pas un jour sur Internet, j'ai même pas été voir le temps d'aller voir sur Internet. Moi non plus, j'ai peu de temps, mais je pense pas, parce que toute l'équipe est mobilisée actuellement dans la compétition. Les 25, tous ceux qui sont là-dedans vont venir aux 25 ans. Ah non, non. Non, non, d'accord. Pas ceux qui ont décidé, bien sûr. Non, mais, non, pas. Ce qu'on voudrait, on voulait cet album pour montrer comment c'est né d'un certain nombre d'idées, comment ces idées se sont développées, ce qu'a été cette espèce d'énorme intellectuel collectif qui a été la mise en réseau de tout ça, les différentes étapes qu'on a connues, la guérilla qu'on a menée contre le milieu littéraire français aussi pour imposer ces idées, le fait qu'aujourd'hui, donc on est le seul festival français qui fasse partie d'un réseau mondial de festivals, que des anglo-saxons viennent chercher un festival français pour faire partie d'un réseau comme ça, c'est pas tous les jours qu'ils le font, mais c'est un challenge formidable parce que ça inclut la circulation d'auteurs de festival en festival. Ça faisait un bon bout de temps que les auteurs français n'allaient pas à l'étranger, ou quand ils allaient à l'étranger, s'ils allaient à New York, c'était à l'invitation de l'Institut français, ils rencontraient des Français de New York. Mais de se retrouver en pleine discussion avec des écrivains du monde entier, à Édimbourg, à Berlin, à Jaipur en Inde, à Pékin, à Melbourne, à Toronto, dans le festival Open Club de New York, ça veut dire aussi un retour dans le dialogue de littérature du monde. Pour nous, c'est un enjeu formidable. Je ne sais pas si on arrivera à le mener, parce que tout ça, ça implique de l'argent, trouver des sponsors, etc. On s'épuise à trouver le financement de tout ça dans une période difficile, mais c'est la possibilité qui s'ouvre devant nous dans la troisième phase. En 10 ans, on s'est projeté pour du monde, on s'est enrichi, on s'est nourri de ça. Maintenant, c'est faire circuler tout cette grande famille-là dans ces autres... Il ne faut pas rester enfermé, hein, dans ces autres festivals. Voilà, c'est l'enjeu. Donc on voulait un anniversaire qui soit un moment, effectivement, où on repense un petit peu, où on éprouve les idées qui ont fondé le festival, mais en se tournant vers le futur. Pas d'auto... Même l'album n'a pas été conçu comme une auto-célébration, mais comme une aventure en mouvement. Et comment elle s'est développée et enrichie, comment c'est un peu la création d'un intellectuel collectif, disons, en perpétuelle recomposition, et c'est ça qui... Voilà. Bonne transition, voilà, justement, l'idée d'intellectuels, de groupes d'intellectuels comme ça qui se retrouvent et qui n'ont pas obligatoirement été amenés jusqu'à présent à échanger beaucoup ensemble, mais qui vont se retrouver pour le faire. Je parle de Bâton d'Euclide, puisque ce sera demain. Le Bâton d'Euclide est à l'initiative de l'association Calimera. C'est une association avec essentiellement des personnes qui sont soit d'origine grecque ou qui ont des sensibilités ou intéressées par la culture grecque et qui ont lancé il y a maintenant de très nombreuses années le Bâton d'Euclide à partir d'une tradition, ancienne tradition, le Bâton d'Euclide, distingué sur au moins 2 disciplines différentes. Les érudits de l'Antiquité recevaient des mains d'une grande personnalité un bâton qui matérialisait ainsi, tel un relais, l'acte symbolique et généreux, la transmission et le savoir.
Donc il y a eu, il y a maintenant de très nombreuses années, Jean-Yves Empereur, archéologue, qui a reçu ce bâton, qui l'a transmis à Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, qui l'a transmis à quelqu'un que vous avez bien connu parce qu'il était venu au festival Étonnant Voyageur, c'est Jacques Lacarrière qui nous a quittés, qui l'a passé ensuite à un professeur neurochirurgien exceptionnel qui nous a fait, il y a quelques années, une très belle démonstration sur les parfums extraordinaires. Un homme divin, le professeur Stylianos Nicoladis. Et puis, il a passé le bâton à un grand monsieur qu'on connaît tous, le réalisateur Costa Gavras, qui est venu à Rennes, qui l'a passé ensuite à Yanis Kokos, qui est un metteur en scène et décorateur et scénographe, également réalisateur de très magnifiques costumes, qui travaille pour notamment l'Opéra d'Athènes. Il vient de terminer également un certain nombre de travaux, et notamment les Troyens à Saint-Pétersbourg. On en parlera avec lui demain parce que je suis quand même intéressé de savoir comment il a réussi à bosser avec la Grèce et Moscou en ce moment. Ça doit être intéressant sur le plan culturel. Et puis également Angélique Ionatos, la dernière personne qui a reçu ce bâton, compositrice interprète, qui est venue s'installer en France très jeune, en passant par la Belgique notamment. Et cette interprète, eh bien, vous a choisi, tout simplement. Elle était venue, je crois, au Festival Étonnant Voyageur, hein, c'est ça. Jouer quelques morceaux, et alors, elle est particulièrement intéressée par l'Odyssée. Elle revisite les poètes grecs à travers des compositions personnelles. Voilà, Angélique Ionatos qui vous transmettra ce bâton de Clyde, bâton de la transmission et de la connaissance. Et puis l'année prochaine, eh bien, votre devoir, ce sera de nous trouver une grande personnalité pour nous transmettre le bâton de Clyde. Voilà. Ah, j'ai quelques idées. Là. Voilà, bah, j'imagine que vous avez certainement quelques idées sur la question. Voilà, Popit avec nous de l'association justement Calimera qui organise cette manifestation. Vous y êtes tous invités si vous le souhaitez. Ça se déroule tout simplement à l'amphithéâtre de la Chambre des métiers, donc c'est à la station Charles de Gaulle. Enfin, pas dans la station, hein, je vous rassure, c'est à côté, dans un amphithéâtre. Et puis pour terminer cet aspect-là, juste un mot, parce que l'association qui regorge d'idées organise depuis déjà de nombreuses années un festival grec, et il y aura ce week-end ce festival grec. Alors ils sont en concurrence avec bien sûr les élections, mais bon, on verra si les Grecs sont en capacité de mobiliser également à la fois les électeurs et les abstentionnistes. Ça s'appelle donc Les Grecs et leur cinéma. Il y a 2 films qui seront projetés. Runaway Day, c'est un film de Dimitris Bavelas, et puis Les Sentimentaux, d'un réalisateur qui s'appelle Nikos Triantafylidis. C'est ça, voilà. Donc, allez les voir. À chaque fois, ce sont des œuvres particulièrement réussies, qui ont souvent remporté des prix et qui sont particulièrement réussies. Et à noter que le réalisateur sera présent dimanche, donc ce sera au TNB à 18h. Voilà, j'ai pratiquement tout dit. Si vous avez une ou deux questions à poser, eh bien, à Michel Lebris, il est prêt à vous écouter avant, bien entendu, de conclure. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? C'est vrai qu'on a fait un très large tour d'horizon de l'histoire, parce que c'était ça l'objet. Hein. Je suis trop bavard. Non, mais c'est important, ça permet aussi de remettre les faits politiques et culturels en perspective, et de comprendre comment tout à coup un groupe d'amis se disent on va monter un festival qui réunit non seulement le livre, mais également l'exposition, la peinture, également la photographie, vous l'avez évoqué, le cinéma, parce que Christian Roland était amoureux de cinéma bien sûr. Voilà, donc c'est aussi ça qui crée à un moment donné un temps fort, Étonnant Voyageur, et ça permet de bien comprendre à travers votre personnalité, votre parcours et cette histoire. On a parlé souvent des 30 glorieuses. Bon, il y a les années 60, les années 70, 80, vous avez traversé avec, on va dire plutôt avec bonheur globalement. Ah oui, mais avec un... Peut-être parce que je suis breton aussi, un peu têtu. Un côté têtu, ouais, c'est vrai. Je crois. En poursuivant... On va dire en poursuivant de l'obstination. Oui. Non, mais il faut croire en ses rêves. Si on cesse de croire en ses rêves, je crois qu'on vit très très mal. Et voilà, j'ai tout fait pour les prolonger, les développer.
on va en terminer là. Bob Dylan parlait du côté monde de notre planète. Aujourd'hui, on est dans le monde global. Hein. On ne peut pas être moins global avec notamment tous ces moteurs de recherche de toutes les couleurs. Je ne vais pas le citer parce que il y en a ras-le-bol, il n'y a que lui aujourd'hui, il fait tout, il fait des voitures, bientôt il va diriger notre vie. Est-ce que ça n'est pas ça aussi le risque Oui et non, ça vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir parce que c'est la révolution technologique est aussi regardez dans le printemps arabe. Comment ça a permis Ben oui, ça peut fonctionner dans les deux sens, ça dépend de qui s'en empare, de quelle manière. Il y a toujours lutte entre celui qui veut contrôler les robinets et ceux qui veulent pouvoir les emprunter, en fait, et circuler comme ça. Cette lutte-là, l'histoire du contrôle des flux, si vous voulez, c'est quelque chose d'éternel. C'est le pouvoir peut contrôler les flux. Rappelez-vous les débats insensés en France sur les satellites. Parce qu'on voulait à prix d'or tout câbler pour pouvoir contrôler les flux. Et l'ennemi circulait dans le ciel. Évidemment que tout le monde regarde la télévision grâce aux satellites maintenant. Et il y a quelque chose d'irrépressible à ce niveau-là. Alors après, que toutes les télévisions, que des milliers de chaînes se ressemblent toutes, ça c'est autre chose. Mais on est dans une époque où, en gros, on sautait, et c'est pas forcément une bonne chose, on sautait toutes les structures qui contrôlaient les flux. Flux d'images, flux d'informations, flux d'argent, flux de personnes, etc. C'est le problème aussi, c'est qu'il n'y a plus d'outils. Alors, il y a la question du contrôle, mais aussi la question des régulations nécessaires de collectivités qui veulent... voilà, il y a énormément, on passe notre temps à être contrôlé aujourd'hui. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est ça le souci. La régulation, par exemple, on est dans une économie financièrement mondialisée, et les outils de contrôle que l'on a sont locaux. Tant qu'il n'y aura pas d'outils de contrôle mondiaux, globaux, on sera, quand on parle financiarisation de l'économie, etc., c'est parce qu'il n'y a plus rien qui arrête. Donc quand je vois la tentation du repli sur soi, je me dis il faut être totalement cinglé pour croire qu'en se repliant sur soi, on va mieux contrôler les flux mondiaux plutôt en essayant de trouver des outils, pas forcément étatiques, etc., mais des outils de régulation des flux mondiaux. Si on y est, et il faudra bien qu'on y arrive. C'est pour ça que aussi les débats sur l'Europe tels que j'entends aujourd'hui me paraissent moi totalement surréalistes. Si vous n'avez pas d'outils de contrôle, vous êtes liquidé purement et simplement. Donc il y a des enjeux énormes à ce niveau-là qui supposent une pensée monde, précisément. Et vous êtes au courant qu'il y a une monnaie locale, brésilienne, là, qui apparaît? Non, vous n'étiez pas au courant. Une nouvelle monnaie pour l'île-et-Vilaine. Ah bon? Voilà. Ah bah oui. Ah non, mais alors qu'il y ait des initiatives comme ça, locales, il y a eu des monnaies comme ça qui, oui, bien sûr. Qui circulaient dans un... Alors, c'est paraît-il pour donner plus de faveur aux produits locaux. Essayez, vous économisez la TVA, au moins d'une manière pratique et immédiate. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez avoir le fisc qui va vous tomber dessus rapido. Ils n'aiment pas beaucoup ces systèmes-là. Ah, mais c'est mis en place par le Conseil Général quand même. Hein. Ah, c'est le Conseil Général? Oui, oui, c'est pour vous dire hein, dans quel univers on est. Alors là, j'ai envie de savoir comment ils peuvent... Bah, c'est déjà lancé, hein. Il y a un site internet avec la possibilité, voilà, on peut payer déjà si on le souhaite. C'est un nom de Galiléo, quelque chose comme ça. Il faudra que vous m'expliquiez ça, comment? Ah bah, moi non, je ne peux pas vous l'expliquer, mais on demandera au futur président. Oui, et comment on paye la TVA? Bonne question, Michel Lebris. Ses opposants... Merci encore, on vous retrouve demain au bâton d'Euclide, et puis prochainement...
dans cet ouvrage, et puis à Saint-Malo, bien sûr, pour Étonnant Voyageur. Merci à vous.